Amis du roman historique, bonjour. Il fait chaud aujourd'hui, hein, c'est l'été. Je suis en short. J'ai mis une belle chemise à fleurs pour faire tropical. Ceci dit, là on va aborder un sujet qui n'a rien de tropical, mais bon, qui est écrit en Espagne, hein, le mythe de Don Juan. Hein, donc vous avez vu, j'ai fait mon petit décor là avec un dictionnaire de Don Juan, un Don Juan de Michel Zevaco, hein, un romancier de la fin du 19e siècle, début du 20e, un petit peu oublié, mais on va revoir ça. Et puis, donc un livre des presse universitaires de France, donc c'est le regard universitaire sur Don Juan. Hein, ça permet de voir une vue transversale. Là, c'est vraiment du romancier, de l'imagination pure, des inventions incroyables. Et là, c'est le regard plus scientifique, en quelque sorte, sur Don Juan. Ça, c'est un ouvrage universitaire. Donc je vous rappelle, hein, que le mythe de Don Juan s'était inventé au XVIIe siècle, hein, en 1630 par Tirso de Molina, hein, en Espagne. Hein, et ensuite, ça a fait florès avec Molière, hein, dans le Don Juan. Donc je ne vous récite pas à nouveau le poème de Don Juan aux Enfers de Baudelaire, hein, parce que je l'ai cité il y a 2 ans à peu près, à l'occasion de commentaires sur Casanova. Alors Casanova, c'est un personnage, lui, qui a existé, mais il y a un certain rapport, hein, quand même. C'est le même rapport de personnage sur le libertinage, sur le fait de ne pas avoir d'interdit, etc. Donc c'est un mythe qui a fasciné longtemps. Hein, voilà. Alors, vaut-il mieux privilégier l'éthique plutôt que le plaisir pur, hein, c'est toute l'idée de ce mythe, quoi. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on verra plutôt Don Juan de Michel Zevaco. Hein. Alors, je vous parlerai donc de l'œuvre du personnage. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est donc des lectures du livre plus scientifique. Hein. Donc c'est un livre de Camille Dumoulier, Don Juan ou l'héroïsme du désir. Voilà. Donc c'est intéressant à lire, je pense. Hein. Don Juan est un mythe, enfin j'en suis sûr même, est un mythe du désir, l'excès, le défi à la loi. Et oui. Hein, la volonté de jouissance font de lui un héros dont l'éclat provient de la dynamique impérieuse qui le confronte aux limites du sacré, qui sont aussi celles du désir, et dont le dépassement le voue au tragique. Ouais, tout ça, c'est clairement évoqué, hein, dans le Don Juan de Molière, par exemple, hein, ou puis de Mozart, hein, ce si sublime opéra. Pour avoir révélé la défaillance de la loi de l'échange, de la prouesse et du pacte symbolique, mais aussi pour avoir suivi son éthique du désir en toute rigueur, au-delà du principe du bien et du plaisir, il meurt en victime sacrificielle. Pourtant, au moment même de sa mort, il reste encore un être de fuite qui relance la parodie comme plus cruelle que la tragédie et réveille l'énigme du désir alors que tous croyaient avec lui avoir réglé leur compte. Pur acteur dont le jeu virtuel fait resplendir la ligne de fêlure désir dans toutes les défaillances et à travers toutes les jouissances manquées. Il aura montré l'occasion d'une jouissance du jeu. Voilà. Camille Desmouillés, professeur de littérature comparée à l'Université de Strasbourg. 2. Voilà, c'est chez PUF, hein, Presse universitaire de France, et ça a été publié, je ne sais plus quand exactement, c'était en 93, donc c'est pas tout neuf, hein, quand même. Donc, un premier passage, ce que j'ai sélectionné, page 5, un héros du désir. Comment ne pas voir un dernier trait de l'ironie divine, une dernière vengeance du ciel dans le fait que l'auteur du premier grand ouvrage consacré au mythe de Don Juan fut un gendarme, gendarme de Bévote, la police des mœurs bien qu'universitaire, ou parce que telle est justement sa destination.
entrepris avec lui un rigoureux travail de censeur que ses successeurs ont poursuivi, quel que fût le mérite respectif de leurs ouvrages. L'un, celui de Micheline Sauvage, pour assurer le succès de l'opération, traite d'un personnage imaginaire, construit par elle à partir d'un texte tout aussi imaginaire. Le texte mythique de Don Juan, qui, suivant les besoins de la démonstration, est un collage de Tirso et de Molière, où se réduit sur une centaine de pages au seul Léno. Enfin, elle justifie sa méthode par ce principe heuristique. Don Juan, c'est nous. Au contraire de Micheline Sauvage, nous sommes persuadés qu'un mythe et un personnage de théâtre ne vivent que par l'énigme qui conserve par la distance infinie qui sépare un être de fiction d'un individu réel et par la mesure inhumaine, voire extra-psychologique, où ils poussent leurs actes à leurs sentiments. S'identifier au personnage, ou pire encore, l'identifier à soi comme tel élève de Louis Jouvet qui déclarait « Il me semble que je suis dans l'état où Elvire doit être », ne produit d'autre effet que celui aussi ainsi résumé par Jouvet « Tu as abaissé le niveau, la puissance de la sensibilité, tu l'as baissé jusqu'à toi ». Plus rigoureux, Jean Rousset propose une analyse structurale qui permet de dégager trois invariants. Le mort, le groupe féminin, le héros, faisant apparaître que ce dernier est une fiction au sein d'une structure. Cette approche a le mérite d'écarter tout psychologisme, de dégager l'unité du mythe et la logique de son évolution. Cependant, l'imposition de la méthode finit par donner un tour d'autant plus didactique à l'analyse que les textes sont considérés comme support de la structure, rarement étudiés dans leur spécificité littéraire, et que le parti pris adopté vide la structure de sa dynamique, la forme de sa force. De ce parti pris témoigne le renversement dans la présentation des invariants. Le héros est étudié en dernier, qui, pour avoir un rôle pédagogique, n'en diminue pas moins l'image de Don Juan et sa fonction de vecteur du désir et support dynamique de la dramaturgie. Voilà, bon, c'est assez théorique, hein, mais ça donne une bonne image de ce mythe, de ce héros tragique. Page 25, la logique du défi. Page 25. La logique du défi. Cette configuration du désir qui est la structure perverse permet de penser de façon dynamique le rapport présenté par Jean Rousset de manière figée entre Don Juan et les divers invariants et de retrouver la nécessité logique des liens qui les unissent. La cohérence des propos et les actes du personnage. Mais plutôt qu'une nouvelle grille où l'enfermer, nous verrons que la créature littéraire invite à faire jouer le cadre théorique qu'elle déforme et l'excède par l'excès même de sa jouissance mythique. Il est en effet étonnant que l'analyse d'un tel mythe qui, comme souvent les grands mythes, raconte une histoire de désir et dont le ressort essentiel est la provocation, le défi à la loi humaine et divine, écrivent à propos de l'invitation au commandeur défi, déraison, injure délibérée ou étourderie. Pour se réjouir, dit le scénario Biancoli. Au reste de la motivation psychologique du sacrilège est rarement donnée dans le texte. Elle importe peu, c'est un acte insensé et perçu comme tel par le valet ainsi bien que par le public. Voilà. Donc ça c'était le deuxième passage. Ensuite il y a la loi de jouissance, page 40. Loi de jouissance. Jouir. Gazare Gianesem. Tel est le maître mot de Don Juan, depuis Tirso jusqu'à Léno. Mot d'ordre, aux accents parfois sadiens, mot du maître pour imposer sa volonté de jouissance. Certes, il n'est pas sûr qu'il recouvre à chaque fois le même sens et la même expérience, mais dans tous les cas, il se présente comme un impératif supérieur à la loi sociale et morale. C'est le problème.
La jouissance est donc le but de la transgression. On le retrouve aussi dans Casanova, donc il n'y a rien à faire, il y a un lien direct entre les deux personnages, un mythique et l'autre, Casanova, réel, puisqu'il a écrit ses mémoires. Alors, ce sont des mémoires un peu fantasmées quelquefois. Là, en l'occurrence, ce sont les auteurs qui fantasment un personnage. Dès lors, elle est au cœur de la logique paradoxale du défi et justifie l'éternelle ambivalence du discours critique sur Don Juan. Comme expression d'une volonté démesurée qui s'exerce au risque de sa vie, elle atteste l'image d'un héros positif dont le désir tire toute sa puissance et sa force de lui-même. Dans sa perspective du défi, elle est une réponse à l'injonction ironique de la loi, telle que le personnage l'interprète. Jouis, impératif prononcé du lieu, du père imaginaire, auquel il se soumet, en croyant enfreindre sa loi. D'ailleurs, je vous rappelle que Da Ponte fréquentait Casanova, et on pense qu'il y a eu une influence dans le livret, parce que c'est le librettiste de Mozart, dans le livret de Don Giovanni de Mozart. Peut-être. C'est probable. Mais dans tous les cas, la volonté de jouissance par l'excès qu'elle implique et la nécessité de dépasser les limites du désir comme de son bien donne au désir son caractère héroïque. Don Juan est le maître de la jouissance, et la perversion peut être définie comme un savoir jouir. Ce virtuose de la jouissance est bien un anti-Tristan. Ah oui, tout à fait. Mais l'évolution du mythe le prouve. Il n'est pas étranger à la posture de son antagoniste, et en particulier à la question d'une jouissance au-delà qu'il dénie. De même, il incarne une conception de l'amour anti-courtoise, anti-Tristan, parce que le mythe de Tristan, c'est vraiment l'éthique même, alors que Don Juan, c'est le contraire. Mais, comme le remarque Kierkegaard, Don Juan, figure de l'héroïsme diabolisé, est une création du christianisme. Il faut donc le penser en contrepoint avec une autre expression paroxystique du désir, une autre expérience de la jouissance propre au siècle d'or espagnol, la jouissance mystique. Gozar est aussi le maître mot du mystique. Il ne s'agit certes pas de dire que le burlador est un mystique qui s'ignore, mais que son invention et rapport avec la problématique mystique de nombreux éléments le montrent, et l'évolution du personnage le confirme, chez Leno en particulier. Voilà, donc là on est à page 40. Donc ça nous amène à Molière, la folie de la raison. Enfin, Molière. Alors Molière, c'est la raison, ça c'est sûr. Donc il s'empare de ce personnage pour le stigmatiser. Voilà. C'est pas un autre Tartuffe, mais oui, c'est le contraire de Tartuffe en quelque sorte chez Molière. Alors, de Tirso à Molière, la revendication éthique de Don Juan s'affirme. Elle tient à sa nouvelle posture, celle du libertin. Cette liberté n'est pas simple libertinage, mais revendication philosophique contre tout obscurantisme religieux et social. Là encore, paradoxe. Le trompeur est mu par une volonté de vérité, volonté de ne pas être trompé qui suppose de faire apparaître le leurre collectif et de duper les autres pour ne pas être dupes. Tous les héros de l'inconstance baroque perce déjà l'amoureux de la géométrie. Le Don Juan de Max Frisch, qui refuse le mensonge étincelant de la surface des choses, quitte à sombrer dans le miroir sans fond qu'est devenu le monde. Bien qu'une telle démonstration consciente ne soit pas le fait du personnage de Molière, on peut déceler en lui, pour reprendre le mot d'un critique, une volonté de vérité nue, de qui ce qui le met sur la voie du Don Juan de la connaissance dont parlera Nietzsche et de la sombre conscience du personnage de Max Frisch. Mais Don Juan s'arrête avant, au plaisir du dévoilement, à l'excitation toujours renouvelée que lui procure le sacrifice mis à nu des femmes et de la vérité. Il n'en est pas moins inscrit dans une logique cruelle, aussi rigoureuse que les mathématiques, et qui, dans sa pureté, le conduit vers un point d'exclusion, une sorte de désert de l'être terrifiant, quelque chose d'inhumain, sous-tend son désir et donne à son défi l'allure d'une révolte diabolique
et prométhéenne. Le supplice de Prométhée fut d'ailleurs le sort que les critiques hostiles réservaient à l'auteur de Don Juan. C'est aussi celui que disait de ne pas redouter le personnage de Nimeron et de Villiers, qui servit de modèle à Molière. Le traitement que subit le Burlador chez ces deux précurseurs, en modifiant l'image par une accentuation des traits brutaux et cruels de son cynisme et de son impiété, au point de lui donner plus l'apparence d'un Tamerlane du sexe que d'un Alexandre de l'amour, bien que Molière le fit plus systématique, plus discret sur son athéisme, au moins ouvertement révolté, il est l'héritier de celui qui déclarait chez de Rimond que le destin se bande ou pour ou contre moi. Pere Princes ni Dieu ne me font la loi. Et chez Villiers, que le sort soit prospère ou qu'il soit ennuyeux, je suis mon roi, mon maître, et mon sort est mon Dieu. Voilà le personnage de Don Juan. Page 219, la jouissance du jeu. Page 219. Dernier passage, 219. Où il est pas. C'est vers la fin. Je vais y arriver. D'accord. Ok. Don Juan est le héros emblématique du théâtre baroque, dont la mission est de redoubler le théâtre du monde, d'entraîner l'imagination dans un abus encore plus séducteur que les apparences, mais pour provoquer un désabusement suscité dans le monde en un effet de vérité. Par là, Don Juan est le frère d'Hamlet, mais le frère ennemi. Ce dernier avait compris que le monde vivait dans de fausses apparences, que le mensonge se parait des attraits de la vérité et que la vérité faisait naturellement figure de mensonge. Seul le redoublement du jeu, d'abord du sien propre par la simulation de la folie, ensuite par l'occasion du spectacle représenté devant Claudius, peuvent provoquer les effets de vérité. Les apparences mentent, écrit Jean Strarobinski, mais faire surgir devant les menteurs criminels le spectacle fictif du crime, ne serait-ce pas le moyen de débusquer la vérité cachée? Épuisant les ressources du paraître, le théâtre n'a-t-il pas pour vertu de forcer l'être et de se manifester? De ce point de vue, la vérité d'Hamlet et de Don Juan est double. Leur jeu sert à désabuser le monde, à montrer le faux honneur des femmes et la fausse bravoure des hommes, la puissance du désir et des instincts sous l'apparence des bons sentiments. D'autre part, à ce jeu, tous deux se font prendre. Simuler la folie, c'est déjà commencer à être fou. Surtout lorsque ce masque sert, pour le personnage, autant à tromper les autres qu'à se tromper lui-même. Poussé à l'extrême, le jeu du défi revient à confirmer la puissance de la loi, ou encore à trop parler d'amour, même sans y croire, on devient amoureux. Mais la différence entre Hamlet et Don Juan tient à ce que le premier condamne le monde et les apparences, alors que le second s'y complaît et en justifie le jeu, au-delà de toutes les vérités. Le désabuseur ne cherche pas le vrai, mais à montrer que le désabusement est infini et donc l'abus toujours renouvelé. Tous deux, rencontrent les spectres. Tous deux errent dans les cimetières et tiennent des discours aux morts. Mais l'un est du côté du spectre. Il emporte et la faute et la parole, tandis que l'autre renie toute faute et toute parole. Et puis enfin, l'un vient du nord et l'autre est espagnol. Voilà, donc c'est une analyse qui est attrayante, hein, je trouve, de cette universitaire. Alors c'est un point de vue sur Don Juan. Alors on verra
un discours sur Don Juan complètement différent la semaine prochaine, hein, celui de Michel Zebacco, grand romancier oublié, hein, c'est le romancier des Pardaillans, hein, voilà, et puis plein d'autres romans historiques, hein, voilà, parce qu'on est dans le roman historique, nous autres. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour Michel Zebacco. À très bientôt.